système qui se battent évidemment pour que l'enseignement privé ne puisse pas être reconnu ou bien connaisse des difficultés. Donc je pense que travaillons tous pour la mise en œuvre de la législation mise en place, de la législation donc adoptée par l'État du Sénégal. Merci beaucoup, M. Moïse. Merci aussi pour nous avoir aidé à avoir une liste des établissements d'enseignement supérieur privé dans le cadre de notre enquête. Donc merci pour votre appui constant. Je donne la parole à M. Abdelaziz pour son dernier mot. D'accord. Merci, Ibrahim. Donc merci Ibrahim. Donc pour conclure ce qui me concerne, remercie M. Diop et toute l'organisation, la SLG, de m'avoir bien voulu nous convier. Nous avons appris ici et j'aimerais qu'on continue les discussions sur ce sujet-là parce qu'il est très important pour la relever. Nous avons beaucoup de propositions en tout cas à faire s'il le faut et rappeler juste que le sujet de la recherche par exemple, moi je pense qu'il faut dépasser un certain type de débat. Je pense qu'il faut se donner les moyens de la politique qu'on veut et les ambitions qu'on a. Malheureusement, au Sénégal, des fois, on a une vision très petite. On ne veut pas casser les codes ou avancer. Le professeur Bachiwad parlait de l'accord cadre de 1995. On est bien placé pour le savoir, puisqu'on est signataire de cet accord cadre. Il y avait beaucoup d'antipathie envers le secteur privé. Ça a évolué, mais ça continue. Ça continue toujours. Et je sais que Senghal fait un travail formidable dans ce domaine-là. Depuis qu'il est arrivé, je salue sa participation, ses activités, ses réalisations. Mais je pense qu'il faut qu'il nous soutienne un peu plus. Il a parlé tout à l'heure des listes d'aptitude du CAMES. Nous avons inscrit un professeur cette année qui est monté, qui est devenu maître assistant à un enseignant-chercheur sur les listes du CAMES. Mais il est toujours porté par l'Université de Dakar. Et c'est ce que je lui ai dit, Senghal. Je lui ai dit que non, on ne peut pas porter une candidature d'un de nos enseignants-chercheurs qui monte et devient un maître assistant. Et derrière, c'est l'Université de Dakar qui a le nom qui est sur les aptitudes. Donc ça, c'est un autre blocage. Tous ces petits blocages, c'est ça qu'il faut arrêter. Moi, c'est ça mon avis. Il faut encourager, pousser, développer, mais arrêter le scepticisme. Aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, nous, en ce qui concerne Sud de Cour, nous avons des partenariats avec les plus grandes universités de ce monde qui viennent nous voir, qui regardent la qualité de notre travail, qui recrutent nos professeurs, qui vont donner des cours là-bas. Donc, il faut encourager cela et éviter les blocages, éviter les a priori. On est tous dans le même pays. On veut que le pays avance. On a les mêmes objectifs. Donc, moi, le message que j'ai à dire, c'est encourager, développons, avançons, proposons ensemble. Merci. Je donne la parole au professeur Bachiwad pour laisser le dernier mot au président international. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais encore une fois saluer la position de Senghal pour son engagement en se définissant comme militant de l'enseignement supérieur. Parce que là aussi, moi, c'est ma position. Je me définis comme un militant de l'enseignement supérieur, public comme privé, en ayant eu en charge le portage de l'enseignement supérieur. Parce que c'était déjà souscourant, avant même qu'on ne passe à la carte universitaire, qu'on avait défini une politique de portage. C'est l'enseignement supérieur, notamment l'Université de Dakar, qui doit assurer le portage des autres universités qui se créent. L'Université de Dakar a assuré le portage de l'UGB, a assuré le portage des autres universités. Moi, personnellement, j'ai été le président du comité de pilotage de l'Université de Bambey. Les textes de l'Université de Bambey que le gouvernement a pris pour créer l'Université de Bambey, j'ai assuré la coordination de l'équipe qu'il a créée.
Quand il a fallu maintenant ouvrir les universités Bambey, Thiès, Ziguinchor, les premiers enseignants en économie et en gestion, j'étais chargé de les recruter. Tous ceux qui sont les Souleymane Bousso, comment ça s'appelle encore, Doumandour et autres, c'est moi qui me suis occupé de leur recrutement et de leur installation comme enseignant. Mais de la même manière, j'étais chargé par Souran du portage de l'enseignement supérieur privé. Quand un promoteur privé allait voir Souran et lui parlait de ses difficultés par rapport justement aux conditions qu'on lui pose et à la disponibilité des enseignants, Souran leur demandait de venir me voir. Les premiers diplômes de CAMES, de l'ISM, de Subdeco, de l'IAM, je les ai accompagnés. Je les ai accompagnés et j'ai accompagné tant d'autres. Nous sommes dans une dynamique où il faut reconnaître la place du privé, accompagner le privé et l'installer. Maintenant, il y a des batailles à faire pour gagner cette place, parce qu'il y a toujours de la résistance. Dans le système, pendant très longtemps, il y a certains qui sont aujourd'hui acquis à ça, mais qui ne voulaient même pas entendre parler du privé. Et donc ça, il faudrait qu'on fasse des efforts. Et on peut compter sur des ressources humaines telles que Sengham, tel également le professeur Lamine Gueye au niveau de l'ANAC, parce que le rôle de l'ANAC, c'est d'être comme une agence de cotation pour faciliter le financement. Parce que les agences de cotation font des notations qui facilitent le financement. L'ANAC a le même rôle pour le privé. Le privé qui a la reconnaissance de l'ANAC est un privé qui doit être financé et bien financé, et il faut continuer à faire la bataille de l'employabilité. Et cette bataille de l'employabilité, c'est la mesure de l'efficacité et donc qui permet le financement. Merci. Merci beaucoup, professeur Bassara. Merci. Je pense que les personnes qui sont dans cette salle reconnaissent le militant infatigable de l'enseignement supérieur privé. Vous l'avez démontré, vous le démontrez tous les jours, et que Dieu vous prenne longue vie. Continuez à le faire parce que nous avons besoin de vous. Comme disent les Wolofs, c'est une vie à notre solo. Donc il faut que vous soyez là encore très longtemps pour nous aider et nous guider. Je donne la parole au président du directeur général, M. Fabien Diego. Merci beaucoup, professeur. Deux mots. Le premier pour remercier d'abord tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à ce formidable événement. Donc vous êtes le président. Je remercie tous les participants, bien sûr, la tutelle, notre patron, le professeur Sengham Botch. Oui, je le connais, je sais. C'est toi le patron, c'est vous le patron. Non, on est à notre place. On est à notre place. Je le connais, je sais son abnégation, son travail, son ardeur au travail et son caractère militant, je le sais. Nous le savons tous. Il accompagne avec beaucoup d'abnégation les établissements d'enseignement supérieur. C'est un militant de ce sous-secteur de l'enseignement. Oui, le professeur Bachewad a beaucoup fait depuis toujours de l'enseignement supérieur. Donc tout ce vous-même, professeur Mireille, vous avez soutenu, accompagné jusqu'à maintenant les établissements d'enseignement supérieur. Je crois que pour nous, Abdelaziz l'a rappelé tout à l'heure, je pense que nous sommes toutes les questions qui sont agitées ici et là sont au cœur des problématiques des établissements d'enseignement supérieur. La question de l'employabilité, évidemment. Nos établissements sont au cœur de la problématique de l'employabilité. Moi, je suis très heureux. Moi, j'ai eu l'accord cadre, j'étais avec le président Babacar Sy, le père d'Abdelaziz, signataire de l'accord cadre de 2095. Nous étions 8 établissements autour de Andresson à signer cet accord cadre. Donc je suis témoin et acteur de l'évolution de l'enseignement supérieur privé dans ce pays. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Énormément de choses ont été faites dans ce pays. Il y a eu des avancées remarquables.
je pense qu'il faut continuer à construire. Nous sommes des militants dans nos écoles de l'employabilité de nos étudiants. Nous sommes des militants d'une pédagogie qui se renouvelle sans cesse, innovante. Nous sommes des militants, je l'ai dit tout à l'heure, de l'hybridation des parcours. Parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui appelle cette hybridation-là. Nous sommes militants aussi d'un corps professoral de grande qualité. Et nous sommes militants du respect des normes les plus élevées au plan international, notamment en termes de ratio professeur sur étudiant. Nous sommes sur tout ça. Et naturellement, c'est pourquoi nous sommes très à l'aise, en tout cas nous de la conférence des grandes écoles, nous sommes très à l'aise sur toutes ces questions qui sont agitées par la tutelle et par l'État du Sénégal. Mais la question sur laquelle nous avons été invités aujourd'hui, qui est la question du financement, c'est une autre question. Après avoir réglé toutes les problématiques de l'employabilité, de la qualité de nos parcours, de l'habilitation, etc., etc., la question qui revient sans cesse, c'est la question du financement et de la durabilité. Les écoles que j'ai citées tout à l'heure sont des écoles qui ont été créées au 19e siècle, pour l'essentiel, au 18e pour d'autres, au début du 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Nos écoles ont été créées au début des années 90. Ce sont de très jeunes écoles qui ont fait un travail remarquable jusqu'à maintenant. Mais on ne regarde pas dans le rétroviseur, on regarde devant. Et ce qui est devant nous, c'est une bataille. C'est une compétition, c'est une concurrence rude, exacerbée. Non seulement entre les autres, avec les autres pays africains, mais également avec d'autres universités et d'autres écoles du monde. Parce que nous sommes à ce niveau-là. La compétition, elle n'est pas africaine, elle est mondiale. Et donc nous, on se prépare à cette compétition. Aujourd'hui, la question de l'école, la question de l'université, c'est la question de son financement. On peut tourner sur tout ce que vous voulez. La question de l'école et de l'université, c'est la question de son financement. Comment financer nos écoles, comment financer nos universités pour pour être dans cette compétition internationale, avoir les meilleurs enseignants, avoir une infrastructure de qualité, mettre à disposition des étudiants les outils dont ils doivent disposer. Tout à l'heure, je parlais de gouvernance financière. Bien entendu, pour nous, qui sommes des sociétés privées, nous sommes certains sur de quoi doivent être capables d'aller voir n'importe quelle banque ou n'importe quel investisseur, de lui dire voilà mes états financiers, voilà mon EBITDA, voilà mon taux de profitabilité, et on les finance. Parce que ce sont ces questions-là qui nous interpellent. Moi, aujourd'hui, on me dit quel est l'EBITDA de BEP, je le dis tout de suite. On me dit quelle est la profitabilité de BEP par rapport à son EBITDA, je le dis tout de suite. Ce sont ces questions-là qui sont attendues de nous, justement pour lever des fonds. Ceux qui vont nous accompagner. Et je dis, toutes choses étant égales par ailleurs, on a réglé les autres questions, les questions des questions académiques, nous les avons réglées. Et nous continuerons à être exigeants et vigilants sur ces questions académiques-là. C'est pourquoi d'ailleurs, on fait appel à des sachants, des gens qui ont une compétence, une expertise, une expérience avérée dans le domaine pour accompagner aussi nos écoles. Et il faut aussi cette question de la dualité publique-privée. Moi, je dis toujours à mes amis en privé, je dis, mais nous-mêmes, nous sommes des enfants de l'école publique, à l'école primaire publique, au lycée public. Moi, j'étais ici au lycée Blaise, à l'université publique. Mais nous sommes des enfants de l'école publique. Donc, quand on nous et on a fait les mêmes parcours que ceux qui sont à l'université. Pourquoi on nous interpelle sur des questions de je ne sais pas, est-ce qu'il y a un écart, il y a une dignité plus supérieure? Je ne comprends pas. Et cette question-là, elle mérite d'être réglée définitivement. Et on arrête. Bien entendu, on est dans un contexte où il y a toujours des résistances, etc. Mais la vraie question pour nous, c'est la question du financement, c'est la question de la fiscalité qui pèse sur les établissements d'enseignement supérieur. Au-delà de la question de la fiscalité, c'est même la question du droit du travail. Quel droit du travail? Est-ce que demain, si on est
établissement reconnu d'intérêt général, est-ce qu'il faut une protection sociale? Est-ce qu'il faut un droit spécial? Est-ce qu'il faut un droit... est-ce que ce statut spécial-là doit être accompagné par à la fois un système fiscal avantageux, un système social avantageux? Ce sont ces vraies questions-là qu'il faut se poser. Et la question de l'accès au foncier. L'accès au foncier pour les établissements d'enseignement supérieur, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ce soit gratuit. Il faut que l'État facilite tout ça pour permettre à nos établissements d'enseignement supérieur d'être en capacité de compétir. Bien sûr, d'avoir un patrimoine, un actif. C'est ce qu'on... Le Maroc, moi quand j'étais à l'université privée de Marrakech, c'est sur 32 hectares. Mohamed Kabash m'a dit, mais moi j'ai fait un dossier et le royaume m'a donné 32 hectares pour construire l'université privée de Marrakech. Donné. En bail, bien sûr. Ici, on dit non. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on donnerait la même surface à un établissement d'enseignement supérieur privé. Bon, en revanche, pensez un peu aux superficies qui sont données à Kamiago. Oui. Comparez-les à ce qu'on trouve au Maroc. C'est vrai. Mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans d'autres pays, le Rwanda, on l'a cité tout à l'heure, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Moi, j'étais dans le bureau d'Amadou Koulibaly qui m'a dit, si tu construis un campus, l'État de Côte d'Ivoire te donne un terrain, mais sache que ce terrain-là, il te sera facturé 1000 francs CFA le mètre carré. Inimaginable ici. Ce sont la question du financement. Sauf pour l'autoroute. L'autoroute à péage, c'est vrai. La question du financement des établissements d'enseignement supérieur, c'est une question essentielle. Et il faut qu'on revienne aux fondamentaux du financement des établissements d'enseignement supérieur. Ce n'est pas des questions académiques. C'est une question de financement, de durabilité, de gouvernance financière. Est-ce que les établissements d'enseignement supérieur privé, habilités, accrédités, agréés, qui ont tous les agréments, toutes les habilitations, est-ce qu'elles sont en capacité, ces écoles-là, d'aller voir un banquier, d'aller voir un investisseur pour lui dire est-ce que tu es capable de venir avec moi à hauteur de 10 millions d'euros, de 20 millions d'euros, de 50 millions d'euros? C'est ça la question. Non, probablement, je demande à Aziz de prendre la suite et de faire en sorte que demain, peut-être dans le cadre d'une autre cérémonie qui sera organisée par Sitoko, on ait un panel plus large et qu'on ait un temps plus long pour discuter de ces questions-là. Parce que je suis convaincu que, tu le disais Malik, le ministère de l'économie et des finances, personnellement, le ministre de l'économie personnellement intéressé par cette question-là. La question du financement des établissements d'enseignement supérieur. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose une perspective qu'il faut discuter dès maintenant et la série. Merci, Président. Merci vraiment pour ce mot. Je vais rapidement conclure. C'est difficile de faire la synthèse de tout ce qui a été dit ici. Mais je pense qu'on peut retenir un certain nombre de choses. Je pense que tous les acteurs présents dans cette conférence reconnaissent l'importance du rôle de l'État qui devrait accompagner les EPS, peut-être dans le cadre de dispositions fiscales qui soient incitatives et qui permettent aux établissements de pouvoir réduire cette pression fiscale. Je pense que la création d'un statut qui serait un statut explique ou autre, qui définit des critères précis pour illustrer le niveau d'intérêt général de ces établissements-là, permettrait de leur donner un statut plus important. Je pense que l'ANAC a un rôle à jouer au-delà de l'habilitation institutionnelle, au-delà de l'accréditation des programmes. Peut-être que faire un ranking pourrait aider aussi les établissements à accéder à des financements importants. Le FONSIS, son directeur général l'a mentionné ici, a un rôle important en tant qu'instrument de l'État. Et je pense que les établissements devraient aussi, en même temps qu'on cherche des financeurs, des investisseurs étrangers, se tourner aussi vers le FINSUF pour pouvoir avoir des éléments à ce niveau-là. Il est important que la DER s'implique davantage pour ne serait-ce que financer l'insertion professionnelle des étudiants qui sortent de ces établissements. Donc, il y a un rôle important à jouer. Il y a un besoin important d'accompagner aussi les EPS au niveau du développement des ressources humaines, notamment des enseignants. Et je pense que là,
la direction de l'enseignement supérieur privé est interpellée et M. Mbouy l'a bien compris. Il faudrait, par exemple, aider ces établissements à avoir un corps professoral stable et qui soit capable de les aider à aller lever les fonds dans le domaine de la recherche. On l'a dit ici, beaucoup d'établissements équilibrent leur budget grâce au fonds de la recherche. Si on n'a pas de chercheurs, on ne peut pas aller faire cela. Donc il est important qu'on ait des mécanismes au Sénégal qui permettent cela. Et je pense que les établissements aussi devraient davantage collaborer, coopérer, avoir des relations de partenariat. Pourquoi pas comporter des diplômes? BEM et l'Université Alioune Diop ont porté un diplôme, mais je ne connais pas de diplôme porté par des établissements privés. Pourtant, ailleurs, ça se fait. Je pense que aussi, il y a votre responsabilité qui est aussi engagée à ce niveau-là. Et je pense que ça peut être le début de solution. Donc, autant de questions qu'on a abordées qui sont importantes, qu'on ne peut pas évacuer ici. Donc, on pourrait se donner rendez-vous lors de la prochaine édition du colloque annuel de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. La partie universitaire se ferait à Saint-Louis. Peut-être que Subdeco serait le prochain partenaire grande école et ça permettrait déjà de pouvoir prolonger les discussions. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé à cette conférence, à commencer par le président directeur général, M. Pamadi Diop, qui a eu l'idée et qui a permis la réalisation de cette conférence. Et je pense que les débats lui ont donné raison sur l'importance de cette activité. Le professeur El Bachir-Wade, donc, on ne peut plus dire plus que ce qu'on a dit sur cette personne qui nous inspire et qui nous guide, qui nous montre la voie à chaque fois. On a eu le directeur général adjoint, le président directeur général adjoint du groupe Subdeco, Abdul Aziz Si, qui aussi nous fait l'amitié d'être là et qui a contribué de manière substantielle à cette conférence. Le délégué général de l'ADER, M. Pape Amadou Sall, le directeur général du Fonds 6, M. Pape Demba Diallo, le professeur Tibi Diakhaté, et finir par les autorités institutionnelles, le professeur Senghane Mbouy, directeur général de l'enseignement supérieur privé, et enfin le professeur Lamine Gueye, secrétaire exécutif de l'ANACHI. Donc, un panel riche, je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur panel. De par la diversité des acteurs, de par leur rôle dans le dispositif et ce qu'ils peuvent faire dans le cadre du financement des établissements. Donc, c'était très bien trouvé Malik Faye. Je pense que vous avez eu raison, parce qu'il faut aussi le dire. Malik a beaucoup travaillé pour monter cette conférence. Je pense que c'est lui qui a identifié les profils et c'était une très bonne chose que d'avoir proposé ces personnes-là. Donc, Malik, je te redonne la parole pour la clôture avec Aziz. Merci à tous. Ok. Oh, bien, ça mérite des applaudissements. Voilà. Merci, Président. Aziz, il faut que tu viennes. En tant que président du comité d'organisation, c'est important. C'est extrêmement important. En tout cas, on va faire vite pour clôturer. Président, je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, ah oui. Bon. Alors, moi je vais juste, au nom du comité d'organisation, mais aussi au nom de BEM que j'ai représenté au sein du comité, j'avoue honnêtement que c'était très, très enrichissant, très intéressant. Nous avons passé 15 mois, comme dirait Aziz, c'est le temps d'incubation d'un éléphant. On a passé 15 mois à préparer ces 3 jours. C'était une période difficile. Il fallait trouver la modalité organisationnelle. Et on a eu la bonne idée de trouver ce système bimodal, d'être quelques petits membres là à BEM et j'espère beaucoup plus à l'international. Donc on a eu des problèmes de connexion, ce qui est compréhensible. Mais au moins, on a éprouvé un modèle et je reste convaincu qu'on a innové. C'était pas facile, mais on a innové et je pense que ça fera date et que désormais rien ne sera plus comme avant et qu'on sera. Maintenant, on a la possibilité d'organiser des événements de très haut niveau à moindre coût. Donc le Covid n'a pas des inconvénients. La seule chose, pour pas qu'il demande un deuxième mandat, mais c'est vraiment intéressant. On a pu faire de belles choses. En tout cas, ce fut enrichissant au sein du comité. Nous avons beaucoup travaillé et je vais juste faire des remerciements. Je ne vais pas remercier les membres du comité. Enfin, les membres de BEM qui étaient au sein du comité, on ne se remercie pas soi-même, ils se reconnaissent. Voilà, mais bon, moi je vais remercier quand même les collègues de Bombay et des autres de l'ASCG. Je vais commencer par Sa Majesté.
Angélique. Angélique, je voudrais que tu te lèves, parce que, qu'on te voit, parce que moi j'étais impressionné. Je l'appelle cheville ouvrière. Ah oui, moi j'étais impressionné par sa vitalité, sa modestie, sa capacité à travailler et son leadership. Elle a beaucoup aidé, vraiment président. Elle a été vraiment déterminante. Abdelaziz, qui était le président, qui a mis beaucoup d'énergie, qui a donné des coups de pied partout, mais c'était bien, ça a permis de réveiller tout le monde et de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Cher Mbaké, je ne savais pas qu'il était digital manager, hein, parce qu'il donne des cours de finance, mais il a bien tenu la partie digitale. Abdou Karim aussi, qui a beaucoup contribué, Kama, Joseph, Suleiman Sarr. Bon, pour la plupart, il y en a que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, mais vraiment ils m'ont impressionné par leur capacité à impulser, à travailler, à s'organiser. Alors, ensuite, bon, le président, qui était toujours là, vraiment, à n'importe quelle heure de la nuit, les messages ont fonctionné, on était beaucoup inquiets, mais finalement, bon, je pense qu'on s'en est bien sorti, j'espère. Et vraiment, Sylvie, je pense que sans elle, on se serait dispersé complètement. C'est l'élément fédérateur, on va dire. En tout cas, elle a géré l'homogénéité, le soutien, l'appui. Vraiment, merci Sylvie. Et j'espère que, bon, je suis sûr que j'en ai oublié quelques-uns, mais ce n'est pas volontaire. Et vraiment, c'était un moment fabuleux. Et en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié de collaborer avec vous. Et comme je le vois écrit quelque part, on va continuer comme ça. Il y a beaucoup de projets derrière. Et vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment pour l'apport et la volonté que vous avez d'être avec nous, de priver sans faire de distinction. Alors, je fais les sponsors. Alors, parce qu'on m'a envoyé une liste. Donc, le ministère du pétrole, donc on le remercie beaucoup à travers le ministre qui a participé à l'ouverture. Petrocel, Free qui nous a appuyé sur la partie technologie, on va dire. La Casamanceaise qui nous a fourni de l'eau. L'AUF, la DER, c'est à venir, non? Déjà parti. Bon, on attend le chef. L'IVS pour la plateforme. Vraiment magnifique. Le monde a beaucoup aimé cette plateforme, qui est excellente. CRI, l'ITIE, ils ont beaucoup participé au panel et vraiment, ils ont bien animé Dangote. Et je peux rajouter, bon, évidemment, le Fonds 6 et les écoles partenaires, les membres de la CGE, que ce soit Sudoku, l'IAF. Abdou Aziz, merci beaucoup pour la réactivité. C'était important parce que ça s'est joué à peu de choses près. Merci d'avoir été là. Je vais rajouter, on m'a demandé aussi de rajouter les organisations de la société civile, Endali, Afrique, à travers son directeur, Cradesc, l'OSIC, l'OVSEO, à travers son fondateur président, GES Petrogaz. On a aussi, bon, j'espère que j'ai été exaucé, mais sinon on le fera par écrit. On les remercie. En tout cas, je m'en tiens là. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous prochainement. Et merci à Ben, le PDG aussi, parce que Ben a contribué à l'événement vraiment beaucoup. Mais surtout en termes de temps, on a passé beaucoup de temps. Et ça, c'était pas facile. En tout cas, merci au PDG d'avoir compris qu'il fallait aider, qu'il fallait accompagner. Et à nos invités. On a eu beaucoup d'invités en virtuel, mais aussi en présentiel, Monsec, M. Diokhane, et puis qui sont cachés par le poteau. Mais en tout cas, toutes ces personnes, mais surtout Bachir, professeur, qui est membre de notre CSA. Et merci beaucoup, professeur, pour le travail que vous faites vous-même et surtout que vous faites pour nous tous. Et enfin, je remercie tout le monde, vraiment les techniciens. C'était vraiment un travail très compliqué, mais finalement, Dieu merci, on arrive au bout. J'espère qu'on a réussi. Si ce n'est pas le cas, la prochaine fois, on essaiera de faire beaucoup mieux. Merci infiniment.